Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui, en direct de Washington. Les titres que nous allons développer ce soir. Nouvelle attaque meurtrière au Burkina Faso. Des militaires engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été abattus par des hommes armés lors de combats à Natiabouani dans l'est du pays. Après une relative accalmie, le nouveau chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, se retrouve confronté à son tour aux assauts des groupes terroristes. Au Mali, décès en détention de l'ancien chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga, poids lourd de la politique malienne. Il était incarcéré dans une affaire de fraude présumée dans ce pays, dirigé par des militaires après 2 coups d'État. Préserver l'unité trouvée par les Occidentaux face à la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine et sonder leur posture face à la Chine, le président américain Joe Biden entame une semaine d'intense activité diplomatique qu'il verra partir pour l'Europe ce mercredi. Nouvelle tragédie au Burkina Faso. Au moins 13 soldats ont été tués hier lors d'une embuscade tendue par des djihadistes présumés. Il s'agit d'une énième attaque qui confirme un regain de violence ces derniers jours dans le pays. De Ouagadougou, le reportage de Lamine Traoré. L'attaque est confirmée ce lundi dans un communiqué par l'armée burkinabé. 13 gendarmes ont été tués et 8 autres blessés dans une embuscade à Natiabouani, localité située dans l'est du pays. L'armée rapporte qu'il s'agissait d'une unité militaire engagée dans une opération de sécurisation dans la région de l'Est lorsqu'elle a été accrochée. L'unité, dans sa riposte, a réussi à se dégager de l'embuscade en neutralisant plusieurs des assaillants. C'est encore une autre attaque qui s'ajoute à la longue liste des attentats au Burkina. En tout cas, en tant que Burkinabé, ça me fait vraiment mal de voir à chaque fois le pays endeuillé. Bon, ce que nous demandons, c'est aux nouvelles autorités, c'est de tout faire, de mettre tout en œuvre pour établir la sécurité au pays. Bon, chacun doit prendre ses responsabilités. Les militaires qui sont venus au pouvoir, bon, même si c'est pas sûr que ça puisse être une solution, ils doivent regarder au niveau du lancier. À chaque fois qu'il y a un embuscade ou bien un piège qu'on a mis, c'est que les terroristes savaient en avance que les militaires allaient passer par là. Il y a une semaine, des ressortissants de l'Est vivant à Ouagadougou avaient attiré l'attention des autorités sur la situation sécuritaire dans la région. Et nous avons interpellé l'autorité par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire dans cette zone. Il faut le dire, dans cette zone, les voies d'accès à la province de Kompienga sont inaccessibles du fait des terroristes qui sont là à travers leur présence, à travers les mines qu'ils ont pris le soin d'enterrer sous le sol. Il y a tout juste une semaine, soit le 13 mars dernier, 13 gendarmes ont été tués dans une embuscade près de Taparko, c'est dans le nord du pays. Les attaques se sont intensifiées ces derniers temps dans cette partie nord. Le gouvernement de transition lui rassure que de vastes opérations de sécurisation sont en cours. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Au Mali, l'ancien chef du gouvernement, Soumeylou Boubèye Maïga, est mort ce lundi à l'âge de 67 ans à Bamako, où il était en détention dans une affaire de fraude présumée. Poids lourd de la politique malienne, Soumeylou Boubèye Maïga a été, entre 2017 et 2019, le premier ministre du président Ibrahim Boubacar Keïta, arrivé au pouvoir en 2013. L'ancien chef de l'État malien est décédé en janvier dernier après avoir été renversé en août de l'année dernière par un coup d'État militaire. Quant à Soumeylou Boubèye Maïga, il était incarcéré après avoir été inculpé notamment de faux usage de faux et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'achat d'équipements militaires et sur l'acquisition d'un avion présidentiel en 2014 alors qu'il était ministre de la Défense. Le Mali encore, le médiateur ouest-africain Goodluck Jonathan est reparti de Bamako hier sans s'entendre avec la junte au pouvoir dans le pays sur la durée de la transition et sur une date des élections. Les militaires maliens, avec à leur tête le colonel Assimi Goïta, sous le coup de sanctions des États ouest-africains de la CEDEAO depuis le début de l'année, affirment avoir ramené la période de transition à 24 mois
Un chronogramme qui a toutefois été rejeté par le médiateur, indique un communiqué du gouvernement publié hier soir après le départ de Goodluck Jonathan. En République centrafricaine, un dialogue de réconciliation nationale a démarré aujourd'hui. Les pourparlers promis par le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, ont toutefois peu de chances d'aboutir à des mesures concrètes sans les groupes armés qui ne sont pas conviés, ni l'opposition qui boycotte. Le pays est en guerre civile depuis 9 ans. Les débats dans le cadre de ce dialogue républicain, tel que décrit par le gouvernement, sont prévus pour une semaine à Bangui, mais le programme et les objectifs demeurent vagues. Nous sommes tous mobilisés autour des idéaux de paix. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous sommes là pour laver le linge sale en famille, a déclaré le président Touadéra lors de la cérémonie d'ouverture au Parlement. Et maintenant, le point sur la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les troupes de Moscou cherchent toujours à encercler Kiev, la capitale ukrainienne. À Mariupol, les autorités refusent de capituler. Pour l'Union européenne, ce qui se passe dans cette ville assiégée est un crime de guerre majeur. Au chapitre diplomatique, le président américain s'est entretenu aujourd'hui avec le chef de l'État français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et les premiers ministres italiens Mario Draghi et britannique Boris Johnson. Il s'agit donc pour Joe Biden d'une semaine d'intense activité diplomatique qu'il verra partir pour l'Europe dans 2 jours. D'autres développements avec Arash Arabasadi de la VOA. Son reportage est relaté par Jenny Kapumbu-Villa. Le ministère russe de la Défense a publié les images de son avion de chasse Su-35 en action, alors qu'un porte-parole du ministère affirme que la Russie a lancé un autre missile hypersonique de longue portée sur ce qu'elle décrit comme une cible militaire ukrainienne. Il s'agit de la 2e attaque de ce type en peu de jours. Cela fait suite à une semaine durant laquelle des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes ont détruit un théâtre abritant des centaines de personnes, dont des enfants. Un représentant du ministère russe des Affaires étrangères a qualifié l'accusation de mensonge. Les médecins de Mariupol se battent depuis des semaines pour sauver des vies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le blocus russe de Mariupol va entrer dans l'histoire de la responsabilité des crimes de guerre. Les États-Unis, par l'intermédiaire de notre président et de l'alliance de l'OTAN, sont totalement engagés dans cet effort pour arrêter Poutine. Les actes désespérés qu'il pose maintenant en tuant des civils innocents et des enfants, rien que pour cela, il aura pour toujours son nom taché de sang. Filippo Grandi, chef du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a tweeté cette semaine que la guerre en Ukraine a déplacé environ 10 millions de personnes, soit près d'un Ukrainien sur 4. Beaucoup d'Ukrainiens continuent de fuir la guerre et attendent l'aide de l'Occident. Le président a dû être poussé et amené là où il est aujourd'hui. C'est le Congrès qui a imposé les sanctions, qui ont entraîné l'interdiction du pétrole russe, qui ont apporté les armes et tout ce gros plan d'aide de 13 milliards de dollars pour lequel j'ai voté il y a une semaine ou 2. Jusqu'à présent, l'administration n'a débloqué qu'1 milliard. Des manifestations de soutien aux Ukrainiens se poursuivent à travers le monde pour dénoncer l'invasion russe, même dans les rues de Moscou où les autorités pourchassent les manifestants. Peut-être personne n'est plus célèbre que Marina Ovsianikova, rédactrice en chef à Channel One, la télévision nationale russe, a fait éruption dans une émission en direct avec une pancarte indiquant « Pas de guerre » en anglais et en russe, disant « Ne croyez pas à la propagande car ils vous mentent ». Je pourrais montrer au reste du monde que les Russes sont contre la guerre et je pourrais montrer au peuple russe que ce n'est que de la propagande. Exposer cette propagande pour ce qu'elle est et inciter peut-être certaines personnes à s'élever contre la guerre. Et j'espère que ma performance, d'une certaine manière, va aider les gens à changer d'avis. Son avenir reste incertain suite à une loi russe criminalisant les descriptions de la guerre de manière négative. L'infraction est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison. La Russie a déployé des mercenaires dans les pays africains depuis des années, vous le savez. De nouvelles enquêtes indiquent que certains de ces militaires aguerris pourraient se diriger vers l'Ukraine pour prendre part à la guerre menée par le Kremlin sur le territoire ukrainien. Salem Solomon de la VOA nous en dit davantage. Le récit est de Blanche Sam.
Alors que la Russie poursuit son invasion de l'Ukraine, certains observateurs préviennent que ses forces pourraient obtenir le soutien d'une source inattendue, des mercenaires russes opérant en Afrique. Depuis des années, le groupe Wagner, une organisation militaire privée étroitement liée au Kremlin, est présent dans plusieurs pays africains, dont la Libye, le Mozambique, le Soudan et la République centrafricaine. Le président russe Vladimir Poutine cherche des effectifs supplémentaires pour son invasion et selon les experts, il pourrait avoir recours à certains de ses combattants de l'extérieur. Ma lecture de cette situation, c'est que rappeler des mercenaires russes de la République centrafricaine et les diriger vers l'Ukraine, c'est une façon de dire « tu as l'expérience du camp de bataille, tu as été tellement bien formé, désormais tu seras utile en Ukraine ». Le journaliste Philippe Obadji indique qu'environ 500 mercenaires ont quitté la République centrafricaine pour participer à l'invasion de l'Ukraine. Le Daily Mail britannique a rapporté que certains de ces combattants faisaient partie d'un commando chargé d'assassiner des responsables ukrainiens, dont le président. Cette information n'a pas pu être confirmée. Et CNN rapporte que la Russie envisage de déployer 1000 mercenaires en Ukraine, selon un responsable américain anonyme. Pour Obadji, ces combattants d'Afrique représentent un atout précieux en raison de leur expérience. Ces personnes ont été très actives. Et attention, beaucoup de ceux qui sont venus de la République centrafricaine ont d'abord servi en Libye, d'autres ont été actifs en Syrie. Donc ce sont des gens qui ont été impliqués dans des combats réels dans la guerre. Le bilan de Wagner en Afrique comprend les accusations d'exécution extrajudiciaire, de viol et d'autres violations des droits de l'homme. Bien qu'ils ne soient pas naturellement adaptés à la guerre conventionnelle en Ukraine, ils peuvent être chargés de faire des choses que la Russie ne veut pas lier à leurs forces régulières, selon certains experts. Le groupe Wagner est une excellente solution pour une intervention étrangère à bon marché. Ce que la Russie fait actuellement en Ukraine n'est pas cela. Ce n'est pas une intervention à bon marché. Ainsi, à certains égards, ils ont moins d'utilité qu'ils ne l'auraient dans les pays africains. Cependant, ces soldats du groupe Wagner qui ont eu l'expérience de combattre avec des forces par procuration, des partenaires locaux, c'est exactement le genre de choses que nous attendons d'eux en Ukraine. Travailler essentiellement pour renforcer les forces pro-russes locales, travailler à leur côté, améliorer à certains égards leurs capacités et fournir également un degré supplémentaire de commandement et de contrôle, mais pas nécessairement de responsabilité. Le bilan de Wagner, a ajouté le journal Townsend, est clair. Ils rendent les pays moins stables à leur arrivée. Ils cherchent à obtenir un avantage économique en exploitant les ressources naturelles et ils refusent de partir lorsqu'on le leur demande. Malgré le brouillard de la guerre, les analystes disent qu'ils surveilleront de près tout signe d'activité mercenaire en Ukraine. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ismaël Obianzé à Libreville au Gabon. Dans l'actualité américaine, la juge Ketanji Brown Jackson est auditionnée à partir d'aujourd'hui au Sénat des États-Unis. Nommée par le président Joe Biden à la Cour suprême du pays, la juge Jackson doit convaincre les sénateurs de valider ce choix et faire d'elle la première africaine-américaine à siéger au sein de l'influente institution. La juriste de 51 ans va être interrogée par la Chambre haute du Congrès jusqu'à jeudi, avant un vote en séance plénière probablement au début du mois d'avril. Si elle obtient le feu vert des élus, elle siégera à partir de la rentrée prochaine au sein de la Cour suprême la plus mixte de l'histoire américaine, avec 3 autres femmes et un Africain-Américain, le juge conservateur Clarence Thomas. À 73 ans, il a été hospitalisé vendredi dernier pour une infection. Des antibiotiques lui ont été administrés par intraveineuse et il devrait sortir prochainement de l'hôpital, a indiqué la Cour suprême dans un bref communiqué. La Cour suprême américaine fait donc l'actualité. Parlons-en justement avec l'invité du journal, René Lake. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jacques. Vous êtes journaliste et analyste politique ici à Washington et vous nous rejoignez via Skype. La juge Ketanji Brown Jackson a donc été choisie par le président Biden pour remplacer le juge Stephen Breyer qui prendra sa retraite bientôt. Les juges de la Haute Cour sont nommés à vie. Leur processus de confirmation ont donc donne lieu à d'âpres batailles politiques ces dernières années. À quoi faut-il s'attendre pour la juge Jackson ?
Écoutez, Jacques, ça sera encore une autre grande bataille politique, comme vous le dites, parce qu'au fond, on est dans une année électorale. Donc, dans une année électorale, l'écho des discussions, des questions, des commentaires dans le comité juridique du Sénat va résonner fortement à l'intérieur du pays. Et d'autant plus que c'est une noire, c'est une femme, et déjà les Républicains commencent à questionner un peu son bilan en trouvant qu'elle était peut-être un peu trop indulgente en matière de peine, notamment dans certains procès où il y avait des crimes importants qui avaient été commis. Donc ils ont déjà annoncé la couleur en annonçant qu'ils vont essentiellement challenger, remettre en cause ou en tout cas interroger son bilan sur ce terrain-là. Tout à l'heure, nous parlions également du juge Clarence Thomas qui a été hospitalisé vendredi dernier. Pourquoi les bulletins de santé des juges de la Cour suprême sont-ils toujours suivis avec beaucoup d'attention? Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, Jacques, c'est une nomination, ce sont des postes qui sont inamovibles, donc c'est tout le temps où le magistrat ne peut pas être exclu, ne peut pas être limogé, donc ce sont des postes extrêmement importants. Il n'y en a que 9 juges à la Cour suprême et ils jouent un rôle extrêmement important, non seulement dans la régulation de la société par rapport à la conformité ou non à la constitution de certaines lois, de certaines décisions juridiques, mais également même au plan politique, parce que vous vous souvenez, plusieurs fois la Cour suprême a dû intervenir dans des conflits politiques, y compris ces dernières années. Et René, si vous nous le permettez, un mot sur cette autre actualité que nous suivons, l'Ukraine. Le président Joe Biden entame une semaine d'activité diplomatique pour tenter de régler le conflit. Après pratiquement un mois de guerre, de pourparlers et de sanctions inédites, que peuvent encore faire les États-Unis et leurs alliés face à l'invasion russe de l'Ukraine ? Écoutez, je pense que ce qu'il peut faire, c'est exactement ce que Joe Biden entend faire, c'est aller à Bruxelles, participer à ce sommet extraordinaire de l'OTAN pour réunifier les troupes, si vous me permettez l'expression, montrer que l'OTAN et l'Occident est unis, essayer de finaliser certaines sanctions supplémentaires éventuellement qui pourraient être décidées. Et également, tout de suite de là-bas, il a été confirmé qu'il ira en Pologne, qui est le pays de l'OTAN qui partage une frontière avec l'Ukraine et qui reçoit, comme vous savez, le plus de migrants, de réfugiés ukrainiens. Plus de 2 millions, je crois, annoncent les Nations Unies. Donc, il va apporter sa solidarité à la Pologne et indiquer également à la Russie que l'OTAN est décidée à réagir de manière tout à fait unifiée. L'Ukraine et la Cour suprême, deux actualités que nous allons indubitablement suivre. René Lake, vous êtes analyste politique, basé ici même dans la capitale américaine. Je vous remercie, à très bientôt, au revoir. Je vous en... S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. Le Monde aujourd'hui revient dans une petite minute. Merci. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Merci d'être toujours avec nous dans Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique.
Eh bien, revenons à la guerre en Ukraine. Pour l'aider à affronter l'invasion russe, Kiev fait également appel aux cyberguerriers, ces combattants qui luttent contre les attaques en ligne. Parmi eux figure Gennady Galante, un cadre de la Silicon Valley dans l'État américain de la Californie. Michel Quinn et Matt Dibble l'ont rencontré. Le reportage est relaté par Mohamedou Oumfa. Des scènes horribles de la guerre en Ukraine ont incité de nombreux ressortissants étrangers à se joindre au combat aux côtés de l'armée ukrainienne. Certains volontaires se joignent à l'armée informatique supervisée par le ministre ukrainien de la transformation numérique. Gennady Galanter est de ceux-là. Né en Ukraine, il vit désormais en Californie où il dirige une entreprise technologique de la Silicon Valley. Chaque jour, il vérifie s'il y a des missions qui requiert des compétences techniques qu'il peut effectuer. Il y a une liste qui offre des fonctionnalités, des scripts que nous pouvons exécuter individuellement, chacun chez soi, à la maison, au bureau à distance. La cible aujourd'hui est un média du gouvernement russe et l'arme utilisée est ce que les pirates appellent « attaque par déni de service ». C'est un journal KPRU, c'est leur machine de propagande. Il écrit « Il y a de plus en plus de preuves qu'à travers l'opération spéciale, la Russie a sauvé le monde. » Enveloppons-le. Voilà, ça ne s'ouvre plus. Je pense que c'est déjà supprimé. Ces attaques sont temporaires, mais Galanter espère qu'elles attireront l'attention des citoyens russes. Galanter, 59 ans, affirme que les gens qu'il connaît en Russie n'ont accès qu'à la version du Kremlin de l'invasion. Ses prochains objectifs avec l'armée informatique sont de renforcer la cybersécurité ukrainienne et de trouver des moyens de fournir des informations exactes aux Russes. Les dirigeants des firmes technologiques peuvent faire quelque chose d'ici. Je ne suis qu'un homme, mais un patriote. Et j'essaie de faire quelque chose. Attaque informatique coordonnée et piratage solitaire, l'invasion russe de l'Ukraine a déclenché une mobilisation sans précédent des hackers et cyberactivistes désireux d'aider l'une ou l'autre partie du conflit en menant des actions contre de nombreuses cibles, avec toutefois des effets encore difficiles à vérifier. Fait autre chose, connu pour son cacao, ses mangues ou son EVA, la Côte d'Ivoire peut aujourd'hui accrocher une nouvelle culture à son tableau des matières premières qu'elle produit, le poivre. À Tia-Salé, un jeune homme a repris la plantation de son père pour se lancer dans la fabrication d'un poivre d'exception capable de concurrencer le poivre blanc camerounais de Penja et le poivre rouge cambodgien de Kampot. Reportage de Yacine Siyou. Il y a encore quelques années, Jean-Luc Kakou passait ses journées dans des bureaux climatisés à Paris ou à Abidjan. Mais cet ancien cadre du secteur privé a préféré troquer son costume-cravate pour un marcel et des bottes en caoutchouc. Il s'occupe désormais à temps plein de sa plantation en brousse. Mais ce n'était pas gagné. À ses débuts, en 2018, le jeune homme de 40 ans ne connaissait rien, ni à la terre ni au poivre. Pourtant, aujourd'hui, son poivre est reconnu par les amateurs et est considéré comme un produit d'excellence. Surtout, l'épice est produite de manière organique, bio. Une production sans pesticides qu'il revendique. La première raison, c'est vraiment la raison médicale, enfin de santé en fait. On travaille avec des personnes qu'on ne veut pas rendre malades. Et puis nous-mêmes, on ne veut pas se rendre malades. Et puis ce qui est très important avec le poivre, c'est que c'est le fruit en fait. Compte tenu de sa taille qui va de 2 mm à 4 mm ou plus 3 mm même, qui a le plus fort taux de rétention de produits chimiques. Économiquement, pour nous, le compost est très important. C'était un choix. On a su qu'on pouvait faire nous-mêmes nos propres composts avec la matière végétale sur place. On a du cacao, on a de la banane, on a des arbres fruitiers aussi, donc on peut récupérer tout ça, faire le compost. Ces connaissances, le jeune homme les a acquises sur Internet et grâce aux bouche à oreille d'amis et d'experts agronomes. Aujourd'hui, c'est en partie grâce à ces pratiques agroécologiques que son terroir est reconnu. Ce qui a changé déjà, c'est la taille de la plantation et puis des différentes cultures qui ont été intégrées. Donc avant, on était vraiment sur 100% sur du poivre. Aujourd'hui, on est à peu près à 70% de poivre, 30% de cacao avec d'autres petites cultures. Le fait déjà de ne pas avoir une seule culture sur une plantation, ça permet de limiter tout ce qui est risque d'infection.
voilà, tout ce qui est risque d'attaque. Deux espèces différentes ne pourront pas partager les mêmes maladies. Si le néo-agriculteur a désormais la main verte, il a surtout un sens aigu des affaires, un héritage de ses années passées sur les bancs des écoles de commerce en France et en Chine. Il aime la terre et les affaires et nourrit pour son poivre de très grandes ambitions. C'est très simple, parce qu'au départ, quand j'ai récupéré l'exploitation, elle n'était pas rentable. D'accord ? Là, on commence à être un peu rentable. La transformation nous a permis vraiment de pouvoir augmenter nos revenus. Donc, il ne s'agissait plus là de vraiment produire seulement du poivre noir. Voilà, il s'agissait de diversifier. Plus on a de produits, plus on est diversifié, plus on a de clients, plus on vend. Donc, on est passé en 5 ans, à 5 ans, on ne produisait pas de poivre noir, de poivre rouge, pardon. Aujourd'hui, on est les premiers à produire du poivre rouge. En Côte d'Ivoire comme matière salée. Celui du poivre blanc aussi, à 5 ans, ça n'existait pas. Lucide, l'entrepreneur champêtre qui a étudié le marché ivoirien, sait qu'il ne pourra pas concurrencer le piment ou les cubes de saveur, tous deux très utilisés dans la cuisine ivoirienne au quotidien. La cible première, c'est vraiment les épiceries fines. Et puis sur tout ce qui est produits, c'est-à-dire produits apéritifs, les gâteaux secs, les préparations, nos tapenades à part de poivre vert frais. Voilà, ça concerne à la fois les épiceries et surtout même les grandes surfaces. Nos ambitions se tournent vers l'export. Le plus grand consommateur de poivre, c'est la France. En redoutable homme d'affaires qu'il est, Jean-Eudes Kakou vise désormais à décrocher la certification appellation d'origine protégée, un outil marketing de plus pour écouler ses stocks de poivre. Yacine Sio pour VOA Afrique, Tiasalé. Le poivre ivoirien, je l'attends avec impatience. Et pourquoi pas du poivre ivoirien avec couscous? Eh bien, justement, cap sur la Libye pour clore ce journal, dans la ville de Kassar al-Hadj, à environ 130 km de la capitale Tripoli. Des chefs ont préparé une énorme assiette de couscous lors d'un événement célébrant la version libyenne de ce plat populaire en Afrique du Nord. La région est très connue pour son plat de couscous. C'est un repas populaire très ancien qui était préparé même par nos ancêtres, raconte Abdullah Djouma Al-Saghir, professeur à l'université de Zintan. Le but de la préparation de ce plat, dit-il, est de rassembler les Libyens, de les relier les uns aux autres. Pour Huwaidi Khalifa Al-Shawish, un retraité, le festival symbolise l'originalité, l'amour et la solidarité que les habitants peuvent trouver dans cette région et dans toutes les parties de la Libye. Il espère que le festival sera annuel et que les Libyens de tout le pays y participeront pour goûter ces plats qui les rassemblent. Et voilà, point final à ce journal. Un grand merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous dès demain, même heure, même endroit. C'était Jacques Aristide à Washington. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. Take care. À demain. Merci. Sauna Lingala à la voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sangwe Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première de 17h à 17h30 temps universel et la deuxième de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de La Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sangwe Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique.